Salut les gens, bienvenue dans ma cave, l'antre de la diapose de mes colonies durant cet hiver 2018-2019. Je profite de l'occasion pour jeter un coup d'œil si tout va bien. Pour le moment, tout va bien après un peu plus de 2 mois de diapose, à l'heure où je fais cette vidéo, bien sûr. Je suis relativement satisfait de la tournure des événements. C'était une période, évidemment, que comment dire ça, dont je craignais un peu l'évolution, puisque je n'avais jamais fait ça. Je ne savais pas non plus si ma cave était adaptée en termes de température pour une diapose. J'avais peur qu'il fasse trop froid. Or, on se maintient aux environs des 10 degrés, donc je suis assez content de l'évolution de la situation. Je voulais aujourd'hui vous faire une petite vidéo un peu spéciale parce qu'évidemment, comme la plupart de mes colonies sont en diapose, il est difficile pour moi de faire des suivis d'élevage, de vous faire notamment de belles images macro, etc. etc. Les observations sont relativement limitées. Et j'étais tombé sur une vidéo de la grande chaîne que j'imagine tout le monde connaît, la chaîne Hans Canada. Je ne sais pas si c'est un des plus connus au monde, j'imagine que oui au nombre d'abonnés, mais en tout cas c'est quelqu'un qui semble avoir passablement de connaissances de par ses longues années d'expérience. Ça reste un professionnel du milieu, certes, mais pas scientifique. Mais c'est quelqu'un qui a passablement d'expérience dans le maintien des fourmis et qui a passablement aussi de succès avec d'énormes colonies que l'on peut voir tout au long de ses vidéos. Et je suis tombé sur une vidéo qui relatait les 10 plus grosses erreurs des débutants. Une vidéo que j'ai pris plaisir à visionner. Donc c'est une vidéo en anglais. Donc je me permets de reprendre ces 10 grosses erreurs de la chaîne Hans Canada et de vous en parler aujourd'hui avec vous. Donc on va faire le tour de ces 10 plus grosses erreurs des débutants et je vais voir aussi si est-ce que j'ai fait ces erreurs, est-ce que je les fais toujours. Ça sera toujours intéressant de voir où j'en suis personnellement et vous, par la même occasion, si ça semble vous intéresser. Alors c'est parti, je prends ma petite feuille mémo avec mes 10 plus grosses erreurs. Donc la 10e plus grosse erreur selon le site Hans Canada, c'est de, attention, ici on va avoir un gros débat, la 10e plus grosse erreur c'est de maintenir des espèces exotiques. Selon les arguments, c'est souvent de l'importation illégale. Lorsque vous achetez des espèces exotiques sur des sites de revente, on ne sait pas toujours quelle en est l'origine, de quelle manière les gynes ont été récoltés, est-ce que c'est du pillage, etc., etc. Donc la provenance des espèces exotiques, la plupart du temps sur des particuliers venant notamment de pays un peu exotiques ou lointains et sur certains sites de revente, la provenance est toujours un peu douteuse. Et puis vous n'êtes pas à l'abri non plus d'importer une espèce illégalement dans le pays. En ce qui me concerne, eh bien, cette 10e erreur, je la commets puisque je maintiens des Turkestanus, des Coponotus turkestanus, qui sont originaires des steppes désertiques d'Asie, de Chine plus particulièrement, entre autres d'ailleurs. Donc l'erreur, je la commets. Ce que j'ai par contre fait avant d'obtenir cette espèce, c'est que je me suis renseigné auprès des autorités de mon pays, les autorités vétérinaires que l'on appelle ici en Suisse, si j'avais le droit d'importer ce genre d'espèce. J'ai eu une réponse positive, donc au niveau de la loi, je suis totalement en conformité de maintenir ce genre d'espèce chez moi. Deuxième problème sur l'importation des espèces exotiques, selon les critères émis, c'est la dangerosité pour l'environnement. En effet, si votre espèce exotique s'échappe, ou si vous la relâchez tout simplement dans la nature, cela peut perturber l'écosystème de votre région ou de votre pays. Donc ça, c'est un des grands dangers de maintenir ce genre d'espèces en captivité.
Le dernier critère qui fait dire que c'est une erreur d'avoir des espèces exotiques à la maison, c'est les conditions à reproduire qui sont très difficiles. Les conditions in natura de ces espèces dans leur pays d'origine est très difficile de les reproduire en captivité, et souvent ça se traduit par des échecs au niveau des fondations. Donc ça, c'est les critères évoqués pour cette erreur. Donc concrètement, si je fais bien le compte, je suis dans l'erreur puisque j'ai des Camponotus turkestanus en tant que débutant. Donc là, on peut déjà mettre un vu. Neuvième erreur que les débutants font régulièrement, c'est une aire de chasse avec passablement de décor, donc une aire de chasse complexe, ce qu'on peut appeler un biorama. Alors pourquoi c'est une erreur? Alors selon plusieurs critères, c'est que l'aire de chasse est difficile à entretenir, puisque selon les informations émises, et c'est vrai d'ailleurs, les fourmis vont régulièrement mettre leurs ordures dans l'aire de chasse. Il faut être derrière pour toujours bien nettoyer et éviter ainsi d'avoir des problèmes de bactéries ou d'acariens. Et quand on fait un biorama, eh ben l'entretien de l'aire de chasse est beaucoup plus compliqué. L'observation devient aussi beaucoup plus difficile puisque les fourmis aiment se cacher dans les recoins. Et si vous avez des cailloux, des plantes, etc., ben, votre observation devient beaucoup plus difficile. Donc c'est souvent l'erreur que font les débutants, c'est de vouloir faire de belles aires de chasse avec du substrat, des plantes, etc., etc. Et donc, en tant que débutant, c'est une première erreur, surtout au niveau de l'entretien et des risques que cela peut provoquer à votre colonie. Donc là, on est à la 9e erreur. La 8e erreur que font souvent les débutants, c'est un mauvais choix de matériel pour la fourmilière. C'est clair que quand vous avez une espèce, quand vous récoltez une gine, il faut déjà avoir la capacité de pouvoir notamment l'identifier, connaître ses besoins, connaître les conditions de maintien dont elle a besoin, et pour ce faire, eh bien, il faut une fourmilière adaptée à ces conditions. Je dirais, ce qui est souvent négligé par les débutants, c'est le taux d'hygrométrie que la fourmilière peut apporter à sa colonie. C'est également le manque de ventilation dans la fourmilière, puisque si l'air ambiant stagne dans la fourmilière, vous prenez des risques notamment de bactéries et de microbes. Donc il vous faut une fourmilière adaptée en termes de ventilation, d'hygrométrie et aussi de taille. Souvent les débutants ont tendance à utiliser de grosses fourmilières pour de petites fondations, et ça c'est un gros problème et une grave erreur. Donc en ce qui me concerne, est-ce que je fais cette erreur? Oui et non. Disons que j'ai fait deux erreurs à ce niveau-là. C'est que j'ai pris un kit débutant sur un site de revente, donc les Messor Barbarus. Ils se sont retrouvés, pour ceux qui me suivent dans la fourmilière, vous connaissez bien la Quadricity, et il est vrai que j'ai beaucoup de peine à la faire développer. Le développement de la fondation est lente parce que la fourmilière est un peu trop grande au stade de développement de ma fondation. J'ai aussi mis des Lasius niger dans une autre fourmilière qui est un peu grande pour elle. Et aujourd'hui, je me rends compte, notamment durant, je dirais, cette pré-sortie diapose, que cette fourmilière est un peu grande pour, je dirais, j'ai une trentaine d'ouvrières. J'aurais dû encore les garder dans le tube. Donc, effectivement, je fais cette erreur numéro 8. C'est que parfois j'ai mis des fondations dans une fourmilière trop grande. Erreur numéro 7 que les débutants font régulièrement, c'est ne pas faire la diapose. Alors, pourquoi faire une diapose? Parce que chaque fourmi a un cycle, chaque espèce de fourmi natura a un cycle depuis des millénaires et chaque année, et en fonction des périodes annuelles,
la fourmi, comme l'être humain d'ailleurs, nous avons un cycle quotidien. La nuit, nous dormons, le matin, eh bien, nous nous réveillons, nous déjeunons, nous allons travailler, etc. Et le soir, on va se recoucher parce qu'on est fatigué. C'est notre cycle de vie qui est quotidien. Les fourmis ont également un cycle de vie et il faut, autant que faire se peut, le respecter. Souvent, les débutants ne le respectent pas parce que c'est contraignant. En grande partie, c'est contraignant la diapose. Donc, c'est quelque chose qui est souvent mal géré. Alors, pourquoi faire une diapose? Comme je vous l'ai dit, par rapport au cycle de vie, ça permet également de reposer la gine, les ovaires de la gine. Ça permet durant 3-4 mois à la gine de se reposer et de se remettre à pondre de plus belle au printemps. Ça vous prolonge la longévité de votre colonie de facto, puisque vous reposez la gine. Qu'est-ce que je fais, moi, personnellement? Donc, moi, je fais l'erreur aussi. Les Turkestanus, je ne fais pas de diapose, je fais une pause hivernale, et les Messor barbarus, pareil. J'ai beaucoup entendu dire, à droite et à gauche, qu'une diapose était bénéfique. J'ai jamais entendu dire que de ne pas faire de diapose était bénéfique. Donc, à l'avenir, cette première année, j'ai mis en pause hivernale mes Turkestanus et mes Messor. Fin de cette année, je pense que je leur ferai faire une diapose, peut-être pas dans les mêmes conditions qu'ici à 10 degrés, mais je vais trouver une solution pour faire reposer la gine. Sixième erreur au classement que font régulièrement les débutants, c'est placer trop tôt une fondation dans une fourmilière. Alors ça, c'est lié à l'impatience du débutant, une impatience que j'ai ressentie également. Donc, je vous ai parlé avant que j'avais mis des Lasius Niger dans une fourmilière trop grande, mais en fait, je les ai mis trop vite dans la fourmilière. Donc, mieux voir un grand nombre d'ouvrières pour aider la gine à déplacer sa fondation. C'est toujours moins stressant pour la gine. Il faudra un minimum de 20 ouvrières dans votre tube à essai avant d'envisager un déménagement. Moi, ce que je préconise, avec ce que j'ai pu voir, c'est carrément de remplir votre tube à essai bien avant de penser à les faire déménager dans une fourmilière. En tout cas, c'est ce que je vais faire avec le reste de mes fondations. J'ai fait l'erreur avec les Messor, l'erreur entre guillemets, puisque je l'ai reçu de cette façon. J'ai fait l'erreur avec ma plus grosse fondation de Lasius. Donc, avec les autres, je vais attendre que les tubes à essai se remplissent avant de faire le déménagement. Et pour certaines même, je vais même remplir 2 tubes à essai, puisque sur certaines petites aires de chasse, j'ai 2 tubes à essai reliés. Donc j'attendrai carrément que les 2 tubes à essai soient remplis avant de véritablement les déménager. Donc ça permet aussi à la fondation de mieux s'adapter et d'éviter tout risque de stress qui pourrait provoquer une catastrophe. Cinquième plus grosse erreur que font les débutants, c'est le régime alimentaire de votre colonie. Un régime alimentaire qui se compose de pseudomyéla, de protéines et d'eau. Et donc, il faut trouver le bon complément entre ces 3 apports de nourriture. Les débutants font souvent cette erreur, soit que de la protéine, soit que du pseudomyéla, ou pas assez des deux, etc. Beaucoup oublient que l'apport d'eau est important au niveau de l'hygrométrie, mais aussi un abreuvoir dans l'aire de chasse. Ça, c'est souvent des erreurs que les débutants font. Personnellement, je pense être passablement un jour à ce niveau. Quatrième plus grosse erreur des débutants, toujours d'après, comme je vous l'ai dit, Hans Canada, c'est la gestion de la température. Il faut bien évidemment connaître les besoins de température de votre espèce. Et ça, c'est souvent une erreur des débutants. Il faut chauffer ou pas votre espèce. Donc le mieux, ce serait de pouvoir, si vous en avez la possibilité, dédier carrément une pièce à vos colonies de fourmis. Personnellement, moi, je ne peux pas, je n'ai pas assez de place. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aménagé une armoire, c'est-à-dire une zone, un environnement clos qui est chauffé avec un corps de chauve de terrarium.
Et donc je régularise la température dans ce milieu-là afin que mes fourmis soient le mieux possible au niveau de la température. Donc ça c'est une grosse erreur souvent des débutants, c'est de ne pas gérer la température des fourmilières, soit trop, soit pas assez. Donc il y a plusieurs manières de le faire, courbe de chauffe dans un milieu clos, tapis chauffant ou carrément une ampoule dessus votre fourmilière. Le top serait carrément une pièce dédiée à vos colonies. Troisième erreur de débutant, stresser sa gîte lors de sa fondation. Alors, vous récoltez une gîte, vous la mettez dans le tube à essai. La meilleure chose à faire, c'est de la mettre dans le noir, au fond de tiroir, et de l'oublier le plus possible. Les débutants, souvent par leur excitation d'avoir trouvé cette gîte et l'envie de voir le début d'un couvain, va régulièrement déranger cette gîte. Ça peut la stresser, ce qui peut provoquer carrément qu'elle ne pond pas, qu'elle bouffe son couvain ou qu'elle meure de stress. Ça peut arriver. Donc ça, c'est une des grosses erreurs des débutants, c'est de ne pas laisser tranquille sa gîte fonder calmement ses premières générations d'ouvrières. Deuxième plus grosse erreur des débutants, récolter beaucoup de gîtes lors d'un essaimage. Alors, j'en suis la preuve concrète. L'année passée, j'avais trouvé un essaimage de l'Asius Niger. J'en ai capturé une douzaine. Heureux comme tout. Derrière, j'ai pris des Flavius, des Tetramorium, Formica fusca, etc., etc. Et tout ce que je trouvais, je ramassais. Alors, pas tout, non, mais en tout cas une bonne dizaine à chaque fois. Aujourd'hui, avec mes Lasius, je me retrouve avec une quinzaine de fondations. Et là, je suis en train de me gratter la tête. Qu'est-ce que je vais faire de toutes ces fondations? Sachant, toujours d'après les critères mentionnés, que 85 à 90% des gîtes, 90 pour les Suisses et les Belges, sont fertilisés et donc normalement devraient réussir leur fondation. Vous vous trouvez très vite débordé. Donc le conseil, c'est que lors d'un essaimage, prendre 2 à 3 gîtes par espèce est largement suffisant. Bien évidemment, si vous voulez en vendre, ça c'est un autre souci. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais lors d'un essaimage, évitez d'en prendre une quantité énorme, ça ne sert à rien. Grave erreur donc des débutants. Et on arrive à la plus grosse erreur des débutants dans ce classement, c'est débuter sans information. C'est la plus grosse erreur des débutants, c'est de débuter, c'est d'acquérir une gîte et de n'avoir aucune information sur le maintien en captivité d'une fourmi. Personnellement, moi, j'avais passablement d'informations dès le départ, puisque depuis tout gosse, je me suis intéressé aux fourmis. Alors, j'avais des informations, je dirais, de manière vulgarisatrice et pas scientifique, hein, entendons-nous bien, mais je savais à quoi j'avais affaire, je connaissais l'insecte, je m'étais déjà renseigné depuis X années. Par contre, effectivement, en termes de conditions de maintien dans une fourmilière, là j'ai dû apprendre les conditions spécifiques de chaque espèce. J'ai pris du temps bien avant d'acquérir mes espèces, et malgré cela, ça ne suffisait pas. J'ai commis des erreurs et il a fallu encore que j'aille récolter beaucoup plus d'informations. Donc la chose la plus importante à faire avant de commencer le maintien de fourmis en captivité, c'est de prendre le temps de vous informer. Voilà, on a fait le tour des 10 grosses erreurs des débutants. J'ai trouvé ça intéressant, je voulais vous en parler et le transposer à la communauté francophone, en tout cas ma petite communauté d'abonnés, et vous en parler avec vous. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voyez d'autres erreurs que le classement a omis, n'hésitez pas non plus à en parler, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, j'espère que ce genre de petites vidéos puisse vous être utile. Bon, moi je vais remonter parce qu'il fait froid, et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gens, bye bye.